ce coup-ci, j'espère que je vais tous vous voir connectés et en espérant que ça va fonctionner. Donc, je vous disais que on va faire un live aujourd'hui, comme annoncé, sur les réincarnations, les vies antérieures, et je pense que je vais essayer un petit peu dans les prochaines semaines de détailler les très grands traits qu'on peut avoir en hypnose spirituelle. Ça y est, merci Jean-François, ça marche enfin, bonsoir. Les très grands traits, bonsoir Chantal aussi, qu'on peut avoir en hypnose spirituelle. Donc aujourd'hui, on va faire les réincarnations, les vies antérieures. La semaine prochaine, je pense que je vais essayer d'aborder un petit peu plus les guides, pourquoi ils viennent, quel est leur rôle. La semaine d'après, on va être peut-être plutôt sur l'entre-deux-vie, à savoir tout ce qui se passe entre une mort physique et une réincarnation. La semaine d'après, peut-être un petit peu les défunts qui peuvent venir en séance. Et la semaine d'après encore, les entités en état hypnotique. Voilà. Donc aujourd'hui, les vies antérieures et les réincarnations. Je commence à aborder aussi et à prévenir que je vais changer tout doucement de langage. Je vais faire des petites transitions entre la partie vraiment que je traite en hypnose spirituelle et la partie beaucoup plus spirituelle tout court. Donc ceux qui me connaissent ou ceux qui ont l'habitude de m'entendre parler ou qui connaissent un peu les théories que j'avance comprendront. Mais je vais commencer à faire évoluer un petit peu voilà, le discours euh, pour amener les gens voilà, peut-être à d'autres réflexions et à avoir d'autres ouvertures. Donc j'espère que je ne vais pas en perdre trop d'un coup d'un seul. Voilà. Alors, donc en hypnose spirituelle, donc on peut avoir accès. Bonsoir Emma Loulou, ravie de te retrouver ce soir. On peut avoir accès en fait assez fréquemment à une ou plusieurs de nos vies antérieures. En fait, il va partir un peu dans tous les sens ce live-là parce que je ne sais pas trop comment le gérer. Il y a tellement de choses à dire. Quand j'en ai parlé un jour en conférence, il y a une jeune fille qui m'a, mais dès le départ, interpellée en me disant bah, je suis désolée, je vois pas du tout quel est l'intérêt de connaître ses vies antérieures. Et je vois que la salle commence à faire un peu pas bien. Et ben non, j'ai dit, je trouve que c'est d'abord une excellente question. Elle a tout à fait raison. Connaître ses vies antérieures, pour le principe juste de connaître ses vies antérieures, je vais être très claire, ça n'a aucun intérêt. Alors moi, combien de fois on m'a dit que je faisais partie de grandes lignées de maîtres ascensionnés, que j'avais été moine, que j'ai été chamane, que je suis morte du choléra dans des temples berbères, etc., que j'étais guérisseuse dans le temple de Hanuman à Bali. Euh, je peux vous dire la même chose, hein, Jean-François, je peux dire que tu as été un vieux samouraï, Chantal, que tu as vécu en Égypte, la Loulou, je peux dire que tu as eu plein de vies en Atlantide. C'est invérifiable, c'est intangible, ça ne sert à rien, ça ne fait pas avancer le schmilblick, ça gargarise notre ego. Voilà, donc la réponse, à quoi ça sert de connaître nos vies antérieures? À rien. Par contre, quand on va faire le travail, par exemple, donc c'est un des outils, l'hypnose spirituelle, là, il va y avoir quand même quelques intérêts quand c'est dans l'objectif d'aller peut-être guérir des mémoires traumatiques, peut-être comprendre des leçons qu'on a ratées ou aller chercher des clés pour débloquer son moment présent. Là, oui, l'impôt, ça, banzai. Oui, je sais que tu es un samouraï. Mais sinon, ça n'a aucun intérêt. Par contre, donc, comme je disais, en hypnose spirituelle, aller chercher un peu plus le pourquoi du comment ça se fait que vous êtes toujours dans les mêmes schémas répétitifs, comment débloquer ça. Oui, là, à un moment, connaître ses vies antérieures, c'est non seulement important, je pousserais presque à dire que pour certains, ça peut être vital. Après, je nuance tout de suite le discours que je vais faire. Non seulement ce que je vous dis, c'est pas généralisable, il faut vraiment le prendre au cas par cas. Et tant que moi, j'ai pas la personne en état d'hypnose, je peux émettre un milliard d'hypothèses, mais ça fait pas non plus vraiment avancer la problématique. Et encore une fois, attention quand je parle. Attendez, je me suis perdue dans ce que je voulais vous raconter. Oui, j'ai beau être un petit peu perché, j'ai quand même les pieds sur terre. Tout ne s'explique pas par nos vies antérieures. Comme pour moi, tout ne s'explique pas par les traumatismes qu'on a eus entre 0 et 5 ans, que les psychiatres, psychanalystes, psychologues nous racontent. Sauf qu'à un moment, il faut savoir pousser d'autres portes, que ce soit la psychanalyse ou les vies antérieures, on peut peut-être trouver des réponses. Mais ce n'est pas généralisable et tout ne s'explique pas par les vies antérieures.
Voilà, ça c'est important de poser ça dès le départ, sinon je vais avoir plein de ouh, attention, ça va être n'importe quoi encore. Non, non. Euh, alors, dans les vies antérieures, on peut aller trouver beaucoup de choses. Je vais essayer de vous donner quelques exemples au fur et à mesure. On peut aller travailler sur pas mal d'émotions, des émotions qu'on se traîne de vie en vie. Euh, Là aussi qu'on n'a peut-être pas intégré, ou tout simplement parce que pour être compétent sur un sujet, il faut explorer toutes les facettes de la problématique. Donc, on peut avoir des vies où on explore pendant des dizaines, des centaines, voire même pour certains des milliers de vies, la jalousie, la compassion, la colère, l'ego, la gentillesse, la tolérance, la liberté, l'humilité. Tout ça, c'est des choses qu'on peut aller trouver dans les vies antérieures et qui sont actuellement peut-être bloquées ou qui vous génèrent des mal-être dans cette vie présente. Donc, aller comprendre l'origine, évidemment, et aller travailler sur cette vie-là précisément, va permettre de débloquer votre émotion ou vos émotions dans votre vie présente. On peut aussi trouver des phobies. Des phobies qu'on a dans cette vie-là, et finalement, ça n'a, bon, j'allais dire un peu comme beaucoup de phobies, mais bon, pas vraiment de rationalité. Je vais vous en donner trois, par exemple, d'exemples. J'ai eu, par exemple, une dame qui m'a dit qu'elle était claustrophobe, alors qu'elle aille aux toilettes, qu'elle soit au travail, qu'elle soit chez elle, elle ne peut pas fermer les portes. Bon, on part en séance d'hypnose. Elle, c'est son père défunt qui est venu, qui lui a parlé de plein de trucs. Puis à un moment, je pose la question, est-ce que vous pourriez peut-être l'aider par rapport à sa claustrophobie? Est-ce que ça vient de cette vie-là? Apparemment, il répond que non. Donc, je lui fais, bah, si ça vient d'une vie antérieure, est-ce que vous pourriez ou lui montrer, ou lui expliquer, ou l'aider un petit peu? Ça n'a pas loupé, il lui a montré une vie antérieure où elle était, en fait, c'était un vieil homme tout décharné, tout dégarni, tout maigrichon, en fait, dans une vieille geôle, qui grattait à la porte pour pouvoir sortir et qui a tout simplement jamais pu sortir et quand même un petit peu mort. Donc, son père l'a aidé là-dessus à poser ça parce que ça ne lui appartenait pas dans cette vie-là. C'était pas la peine qu'elle se traîne ça, c'était plus nécessaire. J'en ai eu une autre qui m'a dit qu'elle avait peur d'aller en forêt, peur de se faire agresser. Alors elle, ça a été plus compliqué parce que c'est quelqu'un qui n'avait pas les sens de la vue et de l'audition activés en fait pendant l'état hypnotique. Donc on s'est travaillé à faire tout en ce qu'on appelle en kinesthésique, en ressenti. Et on s'est rendu compte qu'en fait sur la partie haute gauche de l'épaule, bah, elle avait été un petit peu soldat et soldat qui avait pris en fait un boulet. Euh, donc elle a fini un petit peu mal dans une sorte de règlement de compte dans une clairière. Donc là aussi, on a pu travailler à déprogrammer cette peur pour qu'elle puisse ne serait-ce qu'aller se promener en forêt parce qu'elle va pas plus se faire agresser ou tuer ou quoi que ce soit dans cette vie présente. Et le dernier qui m'a fait à la fois la plus rigolée et qui était pour moi très parlante, j'ai une dame qui m'appelle et qui me dit voilà, moi j'ai peur des oiseaux. Et là je fais mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire de ça? Waouh! Aucune idée de ce qui allait se passer dans la séance, évidemment, parce que moi, je sais jamais si on part sur une vie antérieure, si on part avec des guides, s'il y a un défunt ou quoi que ce soit. Et bah, elle, ça a pas loupé. Alors, on est parti sur une vie antérieure où en fait, c'était un vieux soldat qui a été laissé pour mort sur un champ de bataille et avec les charognards, les rapaces en particulier, qui étaient en train de l'éviscérer, de la manger, enfin de le manger. Donc voilà, au niveau des phobies, on peut trouver des origines dans des vies antérieures et à ce moment-là, déprogrammer cette mémoire qui n'appartient pas à la personne incarnée dans cette vie présente. Donc ça, c'est un deuxième point qu'on peut aller explorer en hypnose spirituelle. On peut aussi aller travailler sur, bonsoir Bernadette, on peut aller travailler sur des pathologies. J'ai eu un jeune, moi, de 30 ans, qui est asthmatique. Alors au départ, en hypnose, il n'est pas du tout venu pour ça, hein, sauf que c'est ce qui est sorti. Et on lui a donné accès à deux vies antérieures, une où en fait il était pas dans les camps de concentration, il a été gazé, et une deuxième vie où il a été pendu. Donc au niveau respiratoire, c'est un peu compliqué. Voilà. Donc c'est une pathologie qu'il développe actuellement dans son corps physique, dans cette vie présente, mais c'est surtout dû encore une fois à des mémoires de vie plutôt antérieures. Bonsoir David, merci de te joindre à nous. Donc des pathologies qu'on peut faire tomber, là aussi, libérer, parce qu'à un moment, on a la compréhension et qu'on a surtout l'origine de ce problème-là.
on peut aussi aller trouver dans d'autres incarnations, dans d'autres vies antérieures. Bonsoir Laurent. Des problèmes, des gens qui ont des problèmes d'incarnation. Ce que j'appelle des problèmes d'incarnation, c'est des gens qui sont un petit peu le cul entre deux chaises, qui sont pas forcément très épanouis dans leur vie, qui trouvent pas leur place. Et là, je vais vous donner des exemples très parlants. J'ai eu des trolls, des fées, des intras, des extraterrestres. Et en fait, quand je vais vous expliquer un petit peu pour certains des cas, on va vite comprendre en fait que pourquoi il y a un petit peu cette problématique d'être dans un corps physique. La première fois que j'ai eu un troll, j'étais morte de rire. La fille, elle vient en hypnose, on part, hein, je la mets en état hypnotique, et puis très rapidement, elle me dit, je vois rien, je vois rien. Je vois rien. Je fais, c'est quand même bizarre et tout. Je fais, mais je suis en haut d'un arbre et je vois rien. Je fais, mais c'est pas possible, vous devriez avoir une vue. Bonsoir Marie-Christine. Vous devriez avoir une vue à 360 degrés. Elle me fait, ben ouais, mais je vois rien, quoi. Alors je sais pas ce qui me prend. Je fais, vous voulez pas redescendre le long du tronc d'arbre et puis on va voir un peu en bas s'il y a quelque chose. Alors elle redescend et elle me dit, je vois rien. Je fais, c'est pas possible, on ramait à contre-courant. Puis j'ai fait, vous voulez pas voir s'il y a quelqu'un, vous sentez des présences? Elle me fait, ouais, il y a du monde. Je fais, vous voulez pas alpaguer quelqu'un et demander un petit peu qui vous êtes et où est-ce qu'on est? Et elle me dit, ouais, ok, je fais ça. Elle me fait, oh, on me dit que je fais partie d'une des familles de la nature. Je fais, ok, d'accord, genre laquelle? Moi, à l'époque, j'étais pas très au fait. On fait comment ça, laquelle? Je fais, je sais pas, vous venez de me dire une des familles de la nature. Ça sous-entend qu'il y en a plusieurs. Elle me fait, ah oui, c'est vrai, attendez, je demande. Et elle se prend un fou rire parce qu'elle me dit, on me dit que je suis un troll. Alors là, j'explose en disant, je comprends mieux, hein, vous êtes trop tout petit et vous voyez pas bien. Et en fait, du coup, je lui ai demandé à quoi ça servait les trolls, quelle était leur utilité, leur rôle, tout ça. On a eu tout plein d'explications. Et du coup, elle a aussi compris pourquoi est-ce qu'elle n'était pas forcément en adéquation avec les êtres humains, puisqu'à un moment, les trolls, ils apparaissent aux êtres humains ou pas, s'ils le veulent. Et puis, c'est pas le même corps. Et puis, c'est pas la même manière de se déplacer. Ça a été la même chose avec une autre personne que j'ai eue, qui était une fée. Et les fées sont venues lui rappeler surtout son choix d'incarnation, en disant, tu as fait le choix à un moment d'être dans cette matière, d'être dans cette lourdeur, d'être dans ses émotions, encore une fois, alors qu'elle avait des petites ailes et qu'elle était toute légère et que elle virevoltait un petit peu dans tous les sens. Et là, c'est vrai qu'elle vit pas forcément très bien le fait d'avoir deux bras, deux jambes, de marcher, d'avoir ses émotions, d'être dans cette, voilà, encore une fois, gaucherie, voilà, lourdeur par rapport à l'état de fée. Et les extraterrestres que j'ai eu aussi, qui sont plus habitués finalement à s'incarner ou sur d'autres planètes, c'est pareil, ils prennent un peu de plein fouet. Alors en fait, c'est très drôle dans le discours parce que très souvent, ils sont profondément désespérés par l'être humain, parce que l'être humain est profondément désespérant. Et en même temps, ils sont tout pleins d'espoir parce qu'ils sont venus aider. Et du coup, ils ont un peu de mal à trouver leur place finalement en tant qu'être humain parmi les humains. Parce qu'ils n'ont pas du tout cette manière de penser. D'ailleurs, j'en avais une qui en plus nous a fait un descriptif de son état, de sa forme finalement extraterrestre à laquelle elle est habituée. Elle était comme ça, oh là là, trop petit le cerveau, trop de choses dedans, beaucoup trop de choses et pas assez de place. Et oui, oui, on est humain, c'est compliqué. Donc là aussi, par rapport à des, alors encore une fois, je dis pas que tout le monde est extraterrestre ou a été fait ou troll, mais ça peut expliquer de par les vies antérieures quelques problèmes certainement pour des personnes d'incarnation qui vivent mal le fait d'être dans un corps de chair, d'avoir un véhicule peut-être plus lourd ou plus compliqué à gérer qu'à l'habitude. Alors comment ça se passe en séance quand on accède aux vies antérieures? En général, c'est de deux manières. Soit la séance, elle déroule sur complètement autre chose, et on peut avoir un défunt, ou alors ce sont les guides qui vont ou montrer ou expliquer furtivement, certaines des vies antérieures et les expliquer. Ça, c'est la première option. Je vais vous donner des exemples. J'ai une fille, moi, qui était venue et on a beaucoup travaillé avec son guide. Et à un moment, il lui explique elle a, parmi toutes ces incarnations, 7 vies à retenir. Et je vais vous donner les termes exacts parce que c'est important, vous allez comprendre. Il lui dit, elle a eu une vie en guerre où elle a expérimenté le mal, une vie en pauvre où elle a expérimenté la misère, une vie avec trop d'enfants à ne plus savoir qu'en faire, une vie bénie des dieux où tout ce qu'elle touchait se transformait en or, une de malheur avec la peste et des morts, une de folie
d'où sa peur des hôpitaux, et celle qu'elle vit actuellement, qui est importante en fait parce qu'elle vient apprendre l'équilibre. Avoir un peu d'argent sans être pauvre, avoir des enfants mais en quantité raisonnable, avoir de la folie mais pas trop. Donc oui, on n'a pas fait une visite. Bonsoir Eric. On n'a pas fait une visite de ces 7 vies parce qu'elle n'avait pas besoin. Il lui a juste donné les points essentiels pour qu'elle comprenne ce qu'elle vient faire dans cette vie présente. Autre exemple qu'on peut avoir. Alors, ça, c'était une dame qui était venue pour pareil, complètement autre chose. Et il y a 2 guides qui viennent, un qui lui parle d'un certain point et la deuxième qui vient lui expliquer que c'est son guide plutôt niveau spiritualité. Et à un moment sort dans la séance que ma cliente me dit qu'avant, elle avait plus d'images. Je dis, ah bon, mais genre, vous avez des canalisations, vous êtes un peu médium. Elle me dit, bah, je sais pas si je pourrais dire ça comme ça. Je vais demander à votre guide. Et elle lui dit, oui, tout à fait. Mais c'est toi qui bloques. Alors, je pose la question, qu'est-ce qui fait qu'elle bloque? Et ma cliente met beaucoup de temps à me répondre et puis commence à pleurer. Je lui fais, mais qu'est-ce qui se passe pour vous à ce moment-là? Elle me dit que sa guide est en train de lui montrer une vie antérieure, en fait, où elle avait déjà été, on va dire, connectée, elle a déjà été médium à voir l'avenir, sauf que bah, ça a fait peur à beaucoup de gens et qu'elle a fini crucifiée. Donc, j'ai laissé son guide faire une déprogrammation de cette mémoire d'âme. Et ça, c'est assez fréquent dans les guérisseurs, les médiums, les passeurs d'âme. En fait, notre âme, elle est clairement pas conne. Hein. Faut quand même avoir un peu conscience. Euh, vous êtes attiré dans ce secteur-là parce qu'il y a des choses qui vous parlent, parce que ça vous intrigue, parce que vous êtes curieux, mais on a peur. On veut pas trop y aller. Et très souvent, on découvre que bah, vous avez été brûlé, vous avez été pendu, vous avez été torturé, vous avez été crucifié. Donc votre âme, quand je dis qu'elle est pas con, elle est pas con. Elle sait que c'est ça qu'on vous demande de faire. En même temps, elle me dit, attends, la dernière fois, je l'ai pas super bien vécu, j'y retourne pas hein, quand même. Ouais, mais quand même, ça me parle un petit peu. Hein. Oui, mais attends, j'ai eu un peu mal la dernière fois. Donc voilà, c'est encore une fois les déprogrammations euh, d'anciennes mémoires qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui sont très importantes. Et par exemple, cette dame-là, la dernière dont je vous parle, quand son guide a fait le travail, a fait le nettoyage finalement de cette mémoire-là, elle a pris cher derrière parce que toutes ces canalisations, je recommence. Toutes ces canalisations sont arrivées d'un coup d'un seul et elle a ouvert son cabinet derrière. Quoi. Et elle est à son compte et ça tourne hyper bien. Voilà. Donc, l'accès aux vies antérieures, ça va être soit vos guides, soit un défunt qui va venir un petit peu vous parler, soit en général, c'est moi, quand je comprends qu'on est dans une vie antérieure, qui va complètement la dérouler et faire avancer la séance pour que vous ayez à ce moment-là les clés, les informations, les infirmations, les confirmations, euh, les compréhensions même, pour des apprentissages que vous êtes venus faire, vous donner voilà, des moyens pour pouvoir avancer maintenant. Voilà. Je vais vous donner quelques exemples qui sont très parlants parce que je pense que ça va anticiper aussi certaines questions qu'on m'a déjà un peu posées en avant et que je redévelopperai. Je vais vous donner quelques exemples de vies antérieures auxquelles on a accédé en séance et que c'est bonjour Alexandrine, je viens de percuter qu'on se connaît. T'es plus c'est quoi, c'est de savoir où. On en reparle à côté, on en discute, David, bien sûr. Oui, les exemples que je vais vous développer. Voilà, là par exemple, j'ai eu une dame qui est venue au départ parce que elle a été violée par son père voilà, pendant des années. Si je donne des prénoms, je vous le dis tout de suite, je les aurais changés, hein, donc c'est pas le prénom de la personne en séance. Hein. On découvre, je crois que je l'avais pas survolé très très vite aussi dans un de mes lives, on découvre en fait dans une vie antérieure que bah, c'était une boniche dans un château. À l'époque, le châtelain avait donc le droit de cuissage. Et quand je rencontre des gens, moi, dans les vies antérieures qui déroulent, je demande très souvent de regarder au niveau des yeux parce que même si le physique, le sexe, l'aspect extérieur change, le regard, c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent quand même d'une vie à l'autre. On identifie les personnes. Et je lui demande de regarder à qui peut lui faire penser ce châtelain. Et évidemment, on découvre que c'est son père. Et, et à ce moment-là, on déroule cette vie antérieure. On va travailler avec son aile passée, donc cette boniche, et surtout le châtelain alias son père dans cette vie présente.
Et il commençait à lui dire qu'abord, il est très fier d'elle parce elle a eu la volonté de s'en sortir. Du coup, elle le remercie. Alors, je ne sais pas si vous imaginez quand même une violée qui parle à son violeur. Mais encore une fois, à aucun moment en hypnose spirituelle, il faut que ce soit très clair aussi. Je ne parle, par exemple, ni à David, ni à Eric, ni à Marie-Christine, ni à Laurent. Je me fous de la personnalité terrestre. C'est pas avec vous que je parle, c'est avec votre âme. Donc, au niveau de l'âme, on est quand même encore une fois sur des choses beaucoup plus douces et beaucoup plus pures. Donc, elle l'a remercié. Elle l'a remercié et il est venu lui donner quand même pas mal de conseils, lui expliquer qu'en fait, elle avait un don, qu'elle pouvait ressentir les choses, justement aider les enfants qui souffrent comme elle, donc qui ont un parcours eux aussi d'enfants qui ont été violés, parce que du coup, elle va pouvoir les comprendre, elle va avoir les mots justes pour les familles. Euh, Elle a quelque chose aussi à faire avec les personnes qui sont en fin de vie, parce qu'elle va pouvoir les aider. Il est venu lui donner des conseils donc pour qu'elle puisse se libérer. Il lui a rappelé aussi qu'il fallait qu'elle reprenne contact avec son corps, en particulier par le massage, qu'elle accepte le toucher. Et c'est pour ça qu'il lui a dit qu'elle pouvait faire aussi des choses avec ses mains. Donc il fallait qu'elle se forme parce qu'elle pourrait aider les corps malades là aussi. Il lui dit voilà, les choses et les réponses vont arriver, les décisions se prendront simplement, arrête de regarder derrière. Elle doit retrouver du plaisir avec son corps par le massage, elle doit retrouver une unicité avec son corps et qu'elle accepte qu'on la touche. Bonsoir Emeric, merci de te joindre aussi. Et c'est tout en lien avec sa mission de vie qu'il est venu lui raconter, lui expliquer, c'était d'aider les gens en fin de vie par rapport à l'écoute et au toucher, faire des impositions de main, qu'on parle de massage ou d'énergétique, apprendre et s'apaiser et évidemment apprendre le pardon par rapport à son père. Donc là aussi, cette vie antérieure, il y avait les âmes qui n'avaient pas très bien compris qu'il y avait quand même eu une évolution entre-temps, qu'on n'était plus au temps du Moyen-Âge avec un droit de cuissage, mais surtout, il est venu lui rappeler pourquoi ils s'étaient mis d'accord sur ce viol avant leur incarnation, parce que ça allait l'aider dans sa mission de vie. Donc là, on a eu une très jolie séance et une très belle libération, beaucoup d'apaisement derrière. Alors attention, comme je dis, moi je travaille pas forcément au niveau terrestre, donc je lui dis pas derrière, vas-y cocotte, prends ton papounet dans tes bras, fais un gros câlin, merci de m'avoir violé, c'est génial. Non, c'est pas du tout ça. Mais au niveau de l'âme, elle a compris. On a fait juste une réminiscence de ce que son âme savait déjà, mais ça a permis, voilà, de l'apaiser et surtout, ça lui permet maintenant d'avancer en étant beaucoup plus dans l'acceptation et beaucoup plus calme et avec une meilleure compréhension. Voilà. Ensuite, autre exemple que j'ai eu, alors j'ai eu un homme qui était venu, alors hyper agité, alors, très très en colère. Le mec, je le sentais pas du tout, voilà, très social, très sociable, pas avec une très grosse démarche personnelle, mais bah, lui aussi, on s'est retrouvé avec une vie antérieure où c'était, alors attendez, parce que comme j'en ai beaucoup, je suis obligée, je vais un petit peu lire les fiches pour prendre les mots exacts, mes fiches de soins. C'est un homme à l'époque où on est donc à 35 ans, qui est berger et qui contemple la montagne, ses moutons, il se sent bien, il médite, il est en accord avec lui-même. Puis on avance dans cette vie antérieure, il est surtout dans une taverne, les gens s'agitent beaucoup, mais il se sent seul, les gens l'emmerdent. Et quand je dis ces mots-là, c'est vraiment les mots que les personnes utilisent en soins. Hein. C'est important que c'est pas moi qui cale un mot dessus. Voilà. Il les trouve bruyants, il a peur, il a l'impression qu'on va l'agresser, il est seul, et on tourne en rond sur cette peur des gens, il est figé, il n'ose pas bouger, il sent qu'il y a de mauvaise présence dans cette taverne. Puis après, on avance un peu plus dans sa vie, où il est à la maison avec sa femme, etc., ses enfants ou son enfant. Et pareil, il est dans l'inquiétude, on va l'attaquer, on va l'agresser, il va se faire embêter, etc. Et en effet, il y a des gens qui débarquent, qui pillent à ce moment-là sa maison, qui en veulent à sa femme et à son bébé. Lui prend un coup d'épée dans le ventre. Il se sent évidemment très impuissant parce qu'il se dit t'as été qu'une merde, t'aurais dû défendre ta famille. Il a beaucoup de culpabilité et il s'écroule devant le feu. Et il voit qu'un soldat est en train de mettre la main sur la bouche de sa femme. Son bébé donc est tombé, il meurt. Et on va travailler à partir de ce moment-là, on travaille au niveau spirituel. Voilà. Donc on découvre qu'il était venu apprendre dans cette vie-là finalement la paix, l'humilité, le travail, l'amour. Qu'il avait comme gros défi, c'était surtout le courage. Alors là, il commence à faire des liens un petit peu, mon client, entre cette vie antérieure et sa vie présente. Il voit tout un lien avec sa vie de famille, sa peur, par exemple, de la police.
la paix intérieure, la tranquillité, la simplicité qu'il recherche. Et puis, on passe un peu en face à face entre son lui berger d'une autre époque et son lui présent. Et il lui dit tout de suite, sois courageux. Voilà. Accepte le moment présent, sois simple. Il était vraiment en fait venu, et ça il l'avait pas compris au départ, apprendre la simplicité. Il était venu apprendre l'humilité. Il était venu apprendre l'amour de la nature, la contemplation et la solitude. Il était aussi venu apprendre à être plus combatif, plus courageux. En gros, il est venu lui faire comprendre, mais tu n'es pas un mouton. Et il s'est un petit peu raté sur ces apprentissages-là. C'est pour ça qu'on le trouve dans cet état-là, avec ces problématiques-là, dans cette vie présente. Donc, il l'a vraiment encouragé, il lui a donné des clés pour qu'il puisse du coup se libérer en disant sois toi-même, sois qui tu es. Faut oser plus, faut avoir plus d'audace. S'il continue à avoir peur des autres, eh ben, il va passer à côté de sa vie. Il faut qu'il ait la force d'être qui il est, sans avoir peur du regard des autres. Le problème, c'est qu'il est trop mou. Au passage, il lui a fait un soin, il lui a enlevé l'épée qu'il avait dans le corps, parce que ça arrive à tous, hein, très fréquemment que dans nos corps subtils, comme j'en ai déjà parlé, hein, les matryoshkas, les 7 corps subtils qu'on a, on peut avoir des balles, des flèches, des fléaux, des tas de blessures qu'on a gardées aussi, quoi. Donc là, il lui a enlevé cette épée du corps. Et il lui a aussi beaucoup parlé de sa famille et qu'il fallait vraiment qu'il reprenne sa place en lui disant surtout prends soin de ta femme parce que moi j'ai pas pu le faire dans cette vie-là. Et à ce moment-là, il s'est senti voilà dans cette unité. Il a senti une très grande force d'amour quand je les ai fait un petit peu se réconcilier, se reconnecter et se rassembler, je vais même dire. Donc il a compris très clairement là où il avait raté dans sa vie antérieure et ce qu'on lui demande de revivre tout simplement dans cette vie présente. Il a eu aussi accès à une autre vie antérieure où c'était aux États-Unis du temps des Indiens. Et c'était un jeune qui était voilà assez guerrier, qui sentait un peu la haine, la force, un petit jeune très très excité de 25 ans, très en colère parce qu'à un moment on le voit se promener entre les tipis à la recherche de sa femme et sa femme qui est avec quelqu'un d'autre. Donc sous l'effet de la colère, il va pour les tuer en fait. Et en fait, quand il les trouve, il est tellement anéanti que bah il est triste, il s'en va et il va se mettre dans son coin. Et là, de cette vie-là, on est venu lui expliquer surtout qu'il était venu apprendre le courage et la paix, et il était venu surmonter ses émotions négatives. Donc, on lui a montré à travers cette vie qu'il était possible de vivre en paix et d'être zen. Donc, l'attitude de cet homme qui a débarqué dans mon cabinet au début, voilà, comme je l'ai dit, très surexcité, très énervé, très dans la colère, et ben ces émotions-là venaient finalement de vie antérieure et de choses qu'il n'avait pas solutionnées, je dirais, correctement. Il avait un petit peu raté. Donc là, on vient de lui donner des clés pour qu'il puisse, à ce moment-là, débloquer et vivre de manière un peu plus harmonieuse son moment présent. Voilà. J'en ai eu un autre. Alors lui, c'était très drôle parce qu'il a été très surpris. C'est un petit jeune, en plus qui était noir et qui s'est vu en blanc dans la séance. Je ne manquais plus qu'il soit une femme, ça aurait été la totale. Du coup, ça l'a un petit peu chamboulé, mais bon. Lui, il était venu en séance parce qu'il avait peur de se tromper, peur de toujours faire mal, peur de faire des choix. Il avait des doutes par rapport à sa famille. Et ben lui aussi, directe régression dans une vie antérieure, où c'est un petit garçon, un jeune homme, on va dire, d'une quinzaine d'années, hein, qui était très timide, très craintif, qui se cache très souvent à l'église. Attendez que je retrouve un petit peu. Oui, il est toujours bloqué un petit peu dans l'ombre, très apeuré. Ses parents sont là, dans la pièce à côté. Le chef de famille, c'est un peu comme un militaire. Hein. C'est son père, c'est très très strict. Et la dame qu'on voit assise, c'est sa mère. On sent que le père est très très agacé derrière. Je sais pas, il discute en faisant de grands gestes. Et il a l'impression, ce petit jeune, finalement, de pas être à sa place. Alors, il préfère être seul. Donc, il se met un peu à l'écart. Et puis, au fur et à mesure, on avance dans cette vie. En plus, il y a la guerre. Donc, il n'est pas vraiment dans la joie. Il est toujours un petit peu à aller se cacher toujours dans cette église. Il a perdu sa famille, dans la tristesse. Puis finalement, on avance dans la vie. Il meurt brûlé dans son sang, etc. Et on va commencer à ce moment-là de nouveau à travailler. Bonsoir, Carole. Et là, il me dit qu'il était venu apprendre dans cette vie-là le pardon, l'impuissance et une certaine sécurité à travers cette église qui va porter peut-être une spiritualité.
Il n'a pas eu le temps de faire ce qu'il voulait, il regrette parce qu'il a compris, mais beaucoup trop tard. Donc, il fait des liens par rapport aussi à sa mère, par rapport aussi à l'impuissance dans laquelle il est actuellement, quoi, parce qu'il sent il est en plein doute et qu'il n'a pas beaucoup d'emprise. Et on travaille ce face-à-face entre son lui jeune de cette époque et son lui présent. Et tout de suite, son lui de l'époque lui dit, voilà, ça va aller, tu dois t'écouter. Tu as les cartes en main, tu es sur la bonne voie. Il est toujours accompagné. Il lui fait comprendre qu'il s'est jamais trompé dans ses choix. À l'époque, il s'est trompé, il a fait beaucoup d'erreurs. Il n'a pas été courageux, il s'est caché. Il n'a pas eu de vie de famille, d'ailleurs par manque de temps. Et aujourd'hui, il est venu pour le rassurer en disant voilà, fais tout ce que tu peux maintenant, ne gâche pas ton temps. Il faut bouger. Il est le temps d'avancer, c'est maintenant, maintenant et maintenant. Alors, mon petit client lui dit gentiment qu'il a quand même peur de se tromper, peur de faire les mauvais choix. Et l'autre, il lui dit tu réfléchis trop. Encore une fois, dès que ça vient avec le mental, c'est sûr qu'on se trompe. Il lui dit aie confiance en toi. Tes craintes sont justifiées, mais ce n'est pas ton travail. Réfléchis moins. Il lui parle aussi de son fils aîné en lui disant grâce à sa famille, en fait, il est sûr de faire les bons choix. Il fera pas d'erreur si il fait passer finalement avec une très bonne intention sa famille et les autres. Il lui dit que surtout ses choix sont bons, ils sont très mûris, très réfléchis. Alors mon client dit quand même il manque un peu de courage, il manque un peu de confiance en lui. Et encore une fois, l'autre martèle et le renforce dans voilà, fais-toi confiance, tes choix sont bons. Ok, peut-être que la vie de famille rêvée, c'était pas son idéal, mais dans les choix, quand il fait passer ses enfants, etc., il est sûr de pas se tromper. Il lui dit continue ton travail, tu m'entendras, aie confiance en toi, tu es sur la bonne voie. Quand tu seras prêt, tu pourras te connecter à tes guides. Il est fier parce qu'il trouve que mon client avance bien, que lui a déjà fait une partie du travail, mais que c'est à lui de prendre la suite. Donc là, cette vie antérieure, là aussi, on voit le lien et le parallélisme entre ce qu'il a déjà vécu et ce qu'il est de nouveau en train de revivre, mais par contre avec beaucoup d'encouragement, beaucoup de soutien, beaucoup de conseils pour qu'il puisse se faire confiance et avancer. Bonsoir Julie, merci de te connecter. Pour qu'il puisse débloquer un petit peu et reprendre un petit peu de poil de la bête dans cette vie-là. Alors, l'autre, celui-là, était, je trouve, très parlant parce que j'ai énormément rigolé avec cet homme-là. Cet homme-là m'appelle en me disant, voilà, alors je me souviens plus des dates précises, en gros, ça fait 15 ans que je suis mariée avec ma femme, ça doit faire 14 ans que j'ai une maîtresse, à chaque fois que j'essaie de me séparer de l'une ou de l'autre, j'y arrive pas, on se retrouve toujours, etc. Je veux que vous me fassiez une déprogrammation pour me séparer de l'une ou de l'autre. Ah oui, mais non. Ah, mais je fais non, moi je non. Oui, il y a des scripts qui existent en hypnose ericksonienne, mais là, je dis, ce serait peut-être intéressant d'aller voir en hypnose spirituelle ce qu'on peut trouver. Puis si ça vous plaît pas, eh ben, écoutez, on verra au fur et à mesure de la séance comment ça va dérouler. Et là, on tombe sur une vie antérieure où on retrouve un petit peu le même trio infernal. À savoir, je crois qu'à l'époque, il était chevalier, il y avait donc la femme, il y avait la maîtresse aussi. Et avec exactement les mêmes problématiques. Et puis, on va vite travailler avec son chevalier là de l'époque. Et il lui demande, la première question qu'il lui pose, c'est ok, je dois me séparer de qui? Et le chevalier ne lui répond pas. Il commence à lui expliquer que il était venu apprendre à faire un choix et à être un bon père. Et que clairement, mon gentil client, il n'y arrive pas à faire un choix. Alors il repose la question, mais je dois me séparer de ma femme ou de ma maîtresse? Son lui de l'époque ne répond pas. Alors évidemment, j'aide un peu mon client, je fais vous comprenez quand même pourquoi il vous répond pas? Et un peu comme dans Camelot, ouais, on n'est pas loin, c'est un peu ça. Et au bout d'un moment, tout penaud, il fait bah parce que c'est moi qui dois faire un choix. Je lui fais oui, mais il fait mais j'ai du mal, j'ai peur de faire du mal aux autres. Et j'ai même pas eu le temps de répondre que son lui de l'époque lui fait tu crois que tu fais quoi en ce moment? Ah, là il était un petit peu estomaqué et il lui dit sois honnête, fais un choix, décide. Il l'a vraiment poussé quoi. Alors mon client qui fait ben oui, mais bon, j'ai peur de tout perdre, j'ai peur de me retrouver tout seul. Et son lui de l'époque le secoue encore un peu plus en disant bah faut assumer, hein, tu dois faire un choix. Alors il redemande est-ce que je dois quitter ma femme? Pas de réponse. On essaie de tourner autour du truc, pas de réponse. Et puis à un moment, il lui dit voilà, mais si tu restes comme ça, tu vas continuer à souffrir. À un moment, tu dois changer, il va falloir trancher.
Et il lui dit, ne fais pas en fonction des autres. On chemine progressivement, hein, avec mon client. Et il lui dit d'ailleurs, si vous vous quittez, bah, vous tricherez plus. Vous allez plus vous mentir. Mon client qui lui redit gentiment, bah, que c'est bien gentil, mais qu'il a peur de souffrir, quoi. Et qu'il a peur que ce soit pire même après. Et l'autre qui lui répond, bah ça, tu sais pas, hein. Mais ça peut pas continuer comme ça. Et il repose encore une fois la question. Je dois me séparer de ma femme ou de ma maîtresse? Et là, son lit de l'époque lui a mis un petit coup de taquet que même moi, je l'ai pas vu venir. Il lui fait, et si tu te séparais des deux? Voilà. Et là, je pense que mon client a un petit peu compris il était dans un apprentissage finalement de l'indépendance et de l'autonomie, qu'il fallait qu'il soit lui-même et qu'à un moment, il faut sortir de ce cercle qui répète et qui répète et qui répète et qui répète, et qu'à un moment, il faut bien trouver une solution parce que sinon, bah, ils sont un peu mal barrés. Donc là, c'est vrai que ça a été très drôle pour comprendre cette incarnation, ce que j'appelle toujours mon trio infernal, parce qu'à un moment, on peut plus répéter, quoi. Il faut penser un petit peu à évoluer et à passer à autre chose. Je peux vous parler aussi, par exemple, pour à propos, un exemple sur les suicides. Alors, un monsieur qui était venu là aussi complètement pour autre chose, mais qui avant m'avait parlé il sentait qu'il avait une affinité avec sa maison. Voilà. Et dans la séance, bon, on travaille avec son guide, on travaille sur plein de choses, et puis tout d'un coup, on bascule tout simplement dans une vie antérieure où il s'est vu tout simplement, entre guillemets, hein, pendu. Il s'est pendu dans cette maison-là. Ah, du coup, je fais, c'est pas trop bien. Et on va du coup travailler et il s'est à l'époque donné la mort par dépit, par déception. Et d'ailleurs, son guide lui a expliqué, ça explique aussi les problématiques qu'il a au cervical actuellement. Mais surtout, son guide est venu lui expliquer que par rapport à ce suicide, il fallait qu'il vive ça parce que finalement, il a aussi une mission, il a un rôle au niveau spirituel et que son rôle, il s'est spécialisé en fait pour envoyer les suicidés à continuer les apprentissages qu'ils étaient venus faire et qu'ils ont très clairement avorté. Donc, ils travaillent sur des choix maintenant assumés de suicide, en leur expliquant que le corps est là pour véhiculer l'âme qui doit faire tous les choix qu'elle a fait au départ pour évoluer. Tout ce qui est dur à vivre n'est qu'évolution future. Il est là pour donner des paroles, pour donner de l'amour et des explications aux suicidés, pour les amener à la connaissance de ce à quoi ils ont mis fin et de ce vers quoi ils tendent. Donc un rôle très important et un apprentissage, je dirais pour lui, très important. Et du coup, un passage obligé par un suicide. Et on lui a rappelé ça de cette vie antérieure pour qu'il comprenne un petit peu mieux ce qu'il vient faire, non seulement sur le plan terrestre actuellement dans cette vie présente, mais il travaille aussi au niveau spirituel avec d'autres qui sont déjà rentrés et qui ont mis fin à leur jour un petit peu trop tôt sans avoir fini ce qui était prévu. Donc là aussi, on comprend le lien finalement. Et quand on a sorti cette vie-là, tous les deux, il m'a dit après, je comprends mieux pourquoi j'ai autant de gens qui sont en dépression très poussée, pas loin en effet d'être suicidaires quand même. Et donc, il a compris que ça faisait sens. Alors, j'ai eu un autre monsieur, je vous donne ce... Mon père m'a confirmé qu'il était à l'école après son suicide. Voilà. Là, on l'abordera un peu plus donc dans 2 lives à peu près quand je vais parler de l'entre-deux-vie, Julie, et que je vais un petit peu décrire le monde spirituel. Et oui, il y a des écoles et puis il y a notre famille d'âme et il y a plein de choses. Et en effet, on apprend, que ce soit dans l'au-delà, et on continue d'apprendre sur Terre. Maintenant, quand on vient sur Terre, c'est parce qu'on veut apprendre un peu plus vite. Mais ça, je vais le détailler à la fin du live. Alors celui-là, je vais vous le donner. Bonsoir Youssef. Je vous donne cet exemple-là parce qu'il est absolument magnifique et en fait, il est très parlant et il va à l'encontre de beaucoup de choses qu'on nous raconte actuellement parce qu'on a mis en exergue finalement le cerveau, la connaissance, la théorie, l'abstrait et c'est pas du tout ça, quoi. J'ai eu un monsieur qui était venu, je sais même plus pourquoi, je crois que c'était juste par curiosité. Et on s'est trouvé dans une vie antérieure pendant l'Inquisition, où en fait il accumulait, il était le gardien de savoir, de connaissances, de théories. Aïe, j'ai viens de m'exploser un genou. C'est pas grave, j'irai en racheter un. Donc il gère une grande pièce avec, on a beaucoup de descriptions, voilà, beaucoup de parchemins, beaucoup de vieux livres, des statues, enfin tout ce qui est en rapport avec la connaissance, le savoir. Et en gros, bon, il fait une vie très poussée, mais bon, il meurt d'une crise cardiaque. Et du coup, on va travailler tous les deux. Et là, en plus, c'est pas son langage a changé parce que c'est des sortes de petits poèmes très très du temps de l'Inquisition avec un vrai message derrière. Alors, il lui expliquait que en fait, il était venu comme défi dans cette vie-là expérimenter la plume.
donc l'écriture, tout ça. Il était venu apprendre des connaissances théoriques et des savoirs. Et là où il s'est planté, c'est qu'il n'a pas suivi la voie de son cœur. À cette époque-là, il aurait voulu changer, avoir peut-être moins d'ambition et être un peu plus dans la simplicité, mais il s'est fourvoyé. Donc, il est resté très avec des œillères, quoi. Et la première conversation qu'ils ont tous les deux en face à face, ça a été « Ce sont les paysages qui comptent, pas la voix du maître. Suivre les runes n'a rien de bon. Vivre sa vie, là est le don. » Si j'essaie de vous le faire un peu en langage français, hein, c'est le vivant qui compte et pas la voix théorique du maître. J'ai perdu ma ligne. Suivre les runes, donc les écritures. La théorie n'a rien de bon. Vivre sa vie, c'est tout ce qu'on nous demande. À ce moment-là, il lui a sorti un rouleau de sa poche. Il lui a montré qu'il y avait une tête de bébé dessus. Ça le fait penser à son fils. Donc ça, ils ont travaillé là-dessus ensemble. Il lui dit aussi, voilà, il a raté la vérité. Il s'est arrêté à la vérité livresque. Et la vérité livresque, il lui dit, elle est fausse. La vraie vérité, elle est dans son estomac, dans son cœur. Et c'est à ça qu'il doit se connecter. Il lui a montré à ce moment-là le portrait de Jules César en armes pour lui faire comprendre qu'à cette époque-là, il cherchait la gloire, une reconnaissance finalement intellectuelle, et qu'en fait, ça sert à rien. Qu'il s'est trouvé très malheureux et seul. Et que la gloire, en fait, c'est qu'une statue. Alors, il lui a conseillé de se protéger, alors comme on est au vocabulaire de l'époque, de l'infamie, des traîtres, de la vie du peuple, etc. Et qu'il faut faire un peu attention, parce que quand on affiche la vérité, bah, c'est un coup à finir au bûcher. Bonsoir Sandra. Après, il lui a montré un trigramme avec un ange dessus, un chien loup et un agneau de l'autre côté. Et il lui explique que c'est une version cachée du tarot. L'ange, c'est celui qui juge. Le loup, c'est celui qui tue. Et l'agneau, c'est celui qui meurt. Mais il explique que la roue tourne et qu'à un moment ou à un autre, on joue avec tous ces rôles-là. Donc, il n'y a rien de figé qu'on va bien expérimenter. Et il lui donne comme conseil, ne marche pas dans le pas des autres. Aborde avec sérénité les joies de la souffrance. Survole tout ça. Reste hors des dictates religieux. Bonsoir Sandra. La souffrance est nécessaire parce qu'elle permet d'évoluer. Pèse le bien et le mal et rappelle-toi que tout n'est pas acquis. Cultive la gratitude. Il lui dit, alors joli petit poème de nouveau, il lui dit il faut aboutir quand on a recherché. Bonsoir Margot. Il faut éviter quand on a péché. La recherche est un don. La vertu est une phrase. Les perdus sont nommés. Donc il lui redit un petit peu la même chose encore une fois, hein, la théorie. D'ailleurs, il dit, souviens-toi de ces phrases, elles ont un rapport avec la vérité du cœur et de l'esprit. Le problème, c'est qu'on n'écoute pas assez son cœur. Et du coup, pour lui, ça faisait un lien avec le fait qu'il cherche sa voie actuellement. Il est en train d'emmagasiner des formations et des formations et des formations, alors que c'est un thérapeute. Voilà. Bonsoir Julie, de nouveau peut-être. Après, il lui montre un seau avec des griffes. C'est un peu comme un peigne, parce que c'est ce qui va lui permettre, un peu comme quand on essaye de peigner, séparer les cheveux, ça va lui permettre de démêler le vrai du faux. Et il lui dit vraiment d'aller rechercher cette sensation au niveau du cœur, parce qu'il va faire sentir plein pot de la chaleur et de l'amour au niveau de son cœur. Il lui dit d'aller chercher ça dans le lien avec les autres. Voilà. Bon, après, il y a eu d'autres choses, mais ça, c'était important au niveau de la souffrance, au niveau de la théorie. Et cette vie antérieure, elle a été voilà, un déclencheur pour lui parce qu'il repartait sur la même lancée, à accumuler des savoirs, à accumuler des théories, à accumuler des formations. Or, ce qu'on lui demande d'être et ce qu'on nous demande finalement à nous aussi, c'est juste d'être dans cet état d'amour, d'être dans cette ouverture de cœur. Voilà. J'espère que vous suivez tous au niveau des liens, etc. Une autre que je veux aborder, qui est très intéressante. Alors, cette dame, elle était venue, je ne sais plus non plus pourquoi. C'était pas au départ pour chercher en rapport avec les vies antérieures, mais elle avait beaucoup de colère. C'est quelqu'un qui se sent quand même très seul, qui a beaucoup bataillé dans sa vie. Et elle, alors, je vais partir sur une vie antérieure et vous expliquer parce que c'est important. Le thème de ce soir, c'est Margot, c'est les vies antérieures et la réincarnation. Donc pour l'instant, je donne quelques exemples et puis je vais repartir sur un peu plus de théorie après avoir donné des trucs concrets. Alors on a trouvé cette femme-là, donc une vie antérieure où elle était, voilà. Alors elle, c'était encore une fois un guerrier, un soldat.
et qui a un compagnon un compagnon d'armes. Euh, Ils vont à l'auberge déjà, mais il est pas content parce qu'il faut repartir à la guerre avec son compagnon. Il est un petit peu en train de s'amuser avec les femmes de l'auberge, pour ne pas dire les prostituées. Donc l'autre, il attend avec les chevaux que son compagnon est terminé. Ils rejoignent la garnison. Euh, il est pas enchanté évidemment. Il ressent de la haine, pas vraiment de la peur, beaucoup de colère sur le champ de bataille. Euh, Pendant cette bataille-là, il perd son compagnon. Et forcément que ça l'affecte en disant que voilà, c'est tous ces morts, tous ces blessés, il trouve que ça n'a aucun sens, que c'est un beau gâchis. Mais à un moment, il n'a pas le choix, c'est un soldat, donc il faut qu'il se batte. Donc il est aussi très très en colère à cause des viols. Il me parle de la bêtise, il me parle de la barbarie. Il trouve qu'il n'est pas du tout à sa place. À côté, il a une famille, une mère. Bon, pas de femme, ça n'a pas été possible. Donc un énorme sentiment d'impuissance. Et pendant ce combat, lui, il espère mourir. Et d'ailleurs, il est à cheval et le cheval lui tombe dessus, donc il se fait écraser par son cheval. Ok. Donc on travaille sur justement le fait qu'il est toujours avec la guerre. Et elle fait des liens par rapport au fait qu'elle est toujours seule, elle a du mal à trouver l'amour, le sentiment de colère qu'elle a. Et on découvre d'ailleurs que son compagnon, c'est son père, et qu'elle a un rapport très conflictuel avec son père. Donc cette vie antérieure explique une partie de ses émotions. Et là, je vais sortir un autre truc parce qu'on va un tout petit peu extrapoler par rapport aux vies antérieures, mais c'est important de comprendre aussi ça. Et on va discuter à ce moment-là avec son groupe d'âmes. Et je découvre qu'ils sont 12 dans son groupe d'âmes. Et à ma grande surprise, il y a que des hommes. Alors, il faut savoir quand même que l'âme, sur le principe, n'a pas de sexe. Hein. L'âme étant énergie pure, c'est pas il ou elle, c'est pas un homme ou une femme, quoi. Par contre, c'est sûr qu'on a des préférences, on a des affinités, donc on va choisir de s'incarner de telle ou telle manière. Et dans ce groupe d'âmes, je découvre que des hommes. Alors, je fais remarquer, mais genre, il manque pas quelque chose. Ça pourrait être sympa quand même et tout. Et alors là, je découvre que il me dit parce que je dis il, parce que ma cliente était donc un guerrier et que je parle à plutôt donc un homme en séance. Et il me dit que très très fier de lui, que c'est la première fois qu'il s'incarne comme femme, qu'il s'en accommode très bien et qu'il a compris qu'il avait le droit d'être sensible. Et que dans cette vie-là, finalement, elle, a choisi de ne pas rentrer dans les cases. Il est très admiré d'ailleurs par ses âmes sœurs, ceux qui font partie de sa famille d'âmes, parce qu'ils ont trouvé ce choix-là très courageux de s'incarner dans un corps pas habituel du tout. Et alors là, les choix d'âmes sont absolument magnifiques, parce qu'il y a une de ses âmes sœurs qui est incarnée comme son frère dans cette vie-là. Et quand elle a reconnu ça, elle m'a dit, quand elle l'a reconnu, elle m'a dit, mon frère, c'est celui qui est le plus sensible, c'est le plus doux et le plus conciliant. Et il m'a toujours encouragée dans ma féminité. On découvre que son guide, c'est sa compagne actuelle, donc elle est homosexuelle. Donc son frère l'encourage à être femme, sa guide est sa compagne actuelle. Elle a fait le choix non seulement d'être femme, mais d'être homosexuelle. Et je découvre qu'en plus, elle a une médiumnité. Et quand on parle de médiumnité, ceux qui sont un petit peu au fait savent qu'on travaille déjà beaucoup plus avec le cerveau, pardon, je suis en train de montrer l'autre, le cerveau droit qu'on appelle féminin, qui est dans la créativité, qui est dans la douceur, qui est dans la sensibilité. Et les connexions médiumniques, elles sont forcément avec ces compétences-là. Donc, du coup, elle a compris qu'elle s'était incarnée non seulement pour être une femme, parce qu'elle a été tellement de fois homme, elle s'est tellement bagarrée qu'elle a beaucoup de faiblesses et que ses frères sont venus l'aider à se dépasser et puis à accepter et expérimenter cette féminité. Donc, cette vie antérieure est très intéressante parce que ça justifie le côté, voilà, finalement, elle est un petit peu à bagarrer, elle est un petit peu brute de décoffrage et en même temps, les choix sont super bien faits. Elle a super bien organisé son incarnation pour être pleinement femme dans sa médiumnité, dans sa sensibilité, dans ses faiblesses, dans ses émotions, dans son guide qui est aussi donc sa femme, dans son frère qui est le seul de sa famille à l'encourager, etc. Et du coup, on voit à quel point entre cette vie antérieure où elle était encore homme à combattre, à guerroyer, à gna gna gna, etc. Et ben là, elle évolue, elle bascule sur quelque chose de complètement différent, beaucoup plus doux, beaucoup plus sensible. Voilà. Est-ce que j'ai le temps de vous parler encore d'un dernier exemple?
Bon, je vais passer le coup de la vampire, ou je vous le fais vite. C'est une médium, alors je vous le fais vite. C'est une médium qui est absolument magnifique, cette femme. Bonsoir Julie. Une femme qui est en plus blonde, qui est très pure, qui est hyper connectée dans sa médiumnité, qui a des super messages, qui est toujours connectée avec les anges. Et bon, on a travaillé beaucoup sur le plan spirituel avec elle, beaucoup avec son guide, et puis d'un coup, elle veut passer. On passe quand même sur une vie antérieure où elle découvre en fait, on a mis un peu de temps à percuter qu'en fait elle boit du sang. Ah, j'ai fait merde, ça contraste avec le personnage. Et elle découvre très clairement qu'elle est vampire. Et alors en plus, sa voix changeait. Bon, c'était un fou rire parce qu'elle était là, elle faisait je n'ai plus de cœur, je n'ai plus de cœur, je n'ai plus de cœur. Il est venu me chercher à travers les temps et les âges. Et là, j'étais là. Alors, je vais l'appeler Julie. Je fais Julie, Julie, tu restes avec moi, tu me réponds, mais oui, oui, c'est bien, merci. Pas trop loin, pas trop vite. Bon, et en fait, cet homme qui l'a vampirisé et d'elle qu'elle a vampirisé, donc par la suite, on découvre en fait que c'est quelqu'un de sa famille d'âme, et surtout, c'est ce qu'elle appelle sa flamme jumelle dans cette vie actuelle. Donc du vampirisme pur et dur à boire du sang pour rester jeune, etc., dans une vie antérieure, eh ben, on a trouvé des liens avec sa flamme jumelle incarnée avec elle, qui est ce qu'on appelle aussi un vampire énergétique, qui la manipule, qui la met sous cloche, qui la prend, qui la tire, qui la jette, qui la rappelle, qui la pompe. Non, faut pas avoir peur, ça on a super rigolé, hein. Ça a été très très drôle parce que ça se passe toujours bien. Mais c'est vrai qu'elle m'a fait un changement de voix, j'en ai eu deux, hein. J'avais une extraterrestre aussi, c'était assez drôle le changement de voix, on s'est dit ah ouais, c'est plutôt qui me parle quand même. Voilà. Donc voilà, et qu'il fallait qu'elle apprenne en fait à se détacher de ce vampire, hein, au sens propre comme au sens figuré. Donc ça, j'ai insisté sur ces exemples-là pour que vous voyez qu'encore une fois, c'est très personnel à chacun et qu'il y a des infos, il y a des compréhensions, il y a des leçons, il y a des apprentissages, surtout qu'on peut aller chercher dans les vies antérieures pour avoir des clés dans cette vie-là et débloquer. Et à chaque fois que j'ai, par exemple, donc des vies antérieures qui se déroulent, moi en séance, je suis une des rares à faire ça, mais du coup, je fais des projections dans les potentielles vies futures. Je vais essayer de vous expliquer. Quand on a exploré les vies antérieures, qu'on vient de comprendre ce que je viens de vous montrer, les apprentissages qui ont été ratés, les apprentissages qu'on est en train de retravailler dans cette vie-là. Bonsoir Julien. Eh ben, toujours en état hypnotique, je vais faire une projection dans les deux futures vies qui auraient la plus de probabilité de se réaliser. Premier cas de figure, si la personne n'intègre pas les messages, les conseils, les apprentissages qu'on vient de lui dire, et une autre vie, si elle intègre les conseils, les apprentissages, les leçons qu'elle était censée apprendre. Et là, je vais vous donner du coup deux exemples. La première, oui, c'est une fille qui se sent en compétition avec son père, elle est toujours dans un rapport de force. Bon, on trouve une vie antérieure, donc pareil, il y avait donc des liens avec son père et de rivalité et de gens qui l'ont planté, etc. Donc cette personne-là, dans cette vie-là, meurt. Les apprentissages qu'elle a ratés, cette personne, c'était l'indépendance, être plus simple, se suffire à elle-même. Elle fait des liens avec aussi la compétition qu'il y avait à l'époque, parce que c'était des bandits, des bandits de grand chemin, donc il fallait être le meilleur, il fallait plus voler que les autres, quoi. Le besoin d'être toujours meilleur. Des apprentissages sur l'ego, la fierté, l'indépendance, et qu'elle a raté le fait de dévier de la sérénité, du calme. Qu'elle n'était pas capable de satisfaire de l'essentiel et que ce qu'elle appelle l'essentiel, c'est ce calme, cette sérénité qu'elle était venue rechercher. Il a dit d'ailleurs qu'il regrettait d'avoir fini comme ça parce qu'il s'est fait poignarder, mais que c'était un juste retour des choses, c'était logique. Voilà. Il a réussi aussi à apprendre la loyauté. Bon, on a travaillé sur cette vie-là et du coup, je lui demande de se connecter, d'imaginer qu'elle a une croisée des chemins et puis que voilà, si elle prend un chemin qui va l'amener à la vie la plus probable. Alors attention, on n'est pas dans de la voyance, ça ne veut pas dire que cette vie-là va se réaliser. Ce sont des probabilités, ça veut dire qu'il y a de grandes chances que dans un cas, je vais me faire attaquer par un moustique, pardon, il y a de grandes chances que cette vie-là se produise, encore une fois, si elle ne réalise pas les apprentissages qu'elle était venue faire, et là, elle me parle d'une vie. Donc, où à ce moment-là, elle est une femme blonde, plutôt fade, plutôt passive, qui ne travaille pas, qui n'a pas d'amis. On aurait dit une femme au foyer,
seule, malgré le fait qu'elle a un mari et des enfants, se sent très très seule, très triste, dans la résignance, me dit oui, c'est clair, c'est pas engageant. Et on va explorer la deuxième vie pour voir si, en intégrant ce que son lui de l'époque est venu lui donner comme conseil aujourd'hui, à quoi pourrait ressembler sa prochaine incarnation. Et là, elle me dit, je suis dans un pays chaud, c'est encore une femme à ce moment-là. Elle me dit, c'est la fête, elle est dans une ville festive, peut-être un peu comme Rio. Elle est jeune, elle danse. Alors ok, elle n'a pas de mari, elle n'a pas d'enfant, mais elle a plein d'amis. Elle est heureuse. Elle a de super relations humaines. Et là, elle me dit, je me suffis à moi-même. Voilà. Donc ça, c'est important. Et la deuxième que je voulais aborder aussi, c'est une toxico qui prend, je sais plus ce qu'elle prend, elle de la coke ou de l'héro, qui croit toujours que elle est là pour faire justice, etc. Et alors on s'est retrouvé alors avec une vie antérieure. Alors c'était quoi sa vie antérieure? Ah oui, sa vie antérieure. C'était, je crois, du temps de l'Égypte ancienne. La reine venait de mourir et comme c'était un soldat protecteur, il est censé mourir avec la reine et être enterré dans la tombe avec elle. Sauf qu'il n'a pas spécialement envie, donc il décide de un petit peu se barrer. Et il est rattrapé, il est condamné, il est jugé, il est surtout banni. Et du coup, il est un petit peu mal parce qu'il le sent un peu comme une injustice, tout ça. Et donc là aussi, il meurt et on va travailler sur les apprentissages. Donc il devait apprendre à être fort, il devait apprendre à se contenter d'être lui-même, apprendre la confiance, être beaucoup moins tributaire des autres. Il n'a pas réussi à l'époque à ne pas juger les autres. Il lui dit qu'il ne faut pas qu'elle reproduise les mêmes erreurs. Elle croit qu'elle fait la justice, or elle fait l'inverse. Elle est tout le temps en train de juger les autres, elle se sent vide. Il lui dit, faut assumer, crois en toi, donne-toi une ligne de conduite et tout ira bien. Et là, du coup, je lui fais la projection pour bien ancrer la plupart des conseils qu'il lui a donnés. Idem, la première vie future probable à laquelle elle a été se connecter, c'est donc si elle n'intégrait pas finalement ce qu'on était venu lui dire actuellement, puisqu'elle ne faisait donc aucun changement. Et là, elle a vu une vie où elle était dans l'échec. Elle m'a dit, c'est un naufrage personnel, un naufrage professionnel, un naufrage familial, un naufrage sentimental. Elle est dans l'échouage total. C'est juste pas sympa du tout. Alors que l'autre vie, si elle intègre ce qu'on lui demande, eh ben, elle m'a dit tout de suite, waouh, c'est merveilleux. Là, elle est bien. Elle est contente d'elle. Elle a réussi. Elle est satisfaite et fière. Elle s'aime. Elle a plus besoin de prendre des drogues et d'être dans l'autodestruction parce qu'en fait, elle me l'a dit comme ça, elle dit, c'est l'amour qui m'envoie des shoots d'adrénaline. Donc, elle a compris qu'en se remplissant elle-même avec la drogue la plus dure, la plus pure et la plus accessible qu'on ait tous, c'est ce qui va lui permettre de lâcher certainement la drogue dans cette vie-là, de commencer un tout petit peu à s'aimer, à se reconnecter à elle. Voilà. Donc ça, encore une fois, les vies antérieures, tout ne s'explique pas par notre vécu passé, mais on va pouvoir y trouver beaucoup d'explications, beaucoup de déblocages, et encore une fois, pour bien ancrer, pour que la personne comprenne bien ce qu'on lui demande et soit suffisamment adulte et responsable pour se prendre en main, et ben les projections dans le futur, je pense, restent un atout non négligeable. Voilà. Alors, il faut aussi savoir que c'est pas fréquent, euh, mais ça arrive qu'on ait plusieurs incarnations simultanées. Alors, comment je vais vous expliquer ça? J'ai eu un cas. Alors, je vais le refaire dans l'ordre. D'abord, il faut savoir que c'est pas fréquent. Les guides ne poussent pas à ça, les âmes ne poussent pas à ça, mais si l'âme s'incarne 2, 3 fois ou plusieurs fois en même temps, c'est parce qu'à un moment, l'âme en a fait la demande parce qu'elle veut évoluer beaucoup plus rapidement. Voilà. Et un jour, j'ai un monsieur, alors ça a été vraiment très drôle parce que c'est un chauffeur routier. Euh, alors sans être méchante, mais c'est parce que je veux insister sur le contraste qu'il y a eu en hypnose. Défaut d'orthographe tous les 3 mots. C'est pas des phrases avec sujet verbe complément. On a bien compris qu'il n'a pas une culture et une connaissance hyper poussée. Et dès le départ de la séance, je sens qu'il y a un truc qui va pas trop, parce que déjà il me faisait des phrases un petit peu bizarres.
Et en posant les questions, d'abord, j'identifie son niveau, c'est pas joli, hein, mais bon, son niveau d'âme. Donc, c'est une âme très expérimentée et qui me dit en plus qu'il vient travailler sur l'ego. Alors moi, je tique parce que l'ego, ça correspond pas aux âmes expérimentées. Et du coup, je lui demande de préciser, mais il me dit, bah, je suis venu prendre conscience de cette énergie qu'est l'ego. Il a besoin de se reconnecter à lui-même et il me dit, je suis venu pour. Alors, accrochez-vous, c'est un sujet de philosophie qui m'a sorti. Il m'a dit, je suis venu en fait pour reconnaître la réalité dans l'illusion et voir l'illusion dans la réalité. Et cette phrase est très importante, on en reparlera quand je basculerai beaucoup plus en spiritualité pure pour vous expliquer, encore une fois, certains savent déjà, le monde de la dualité, le monde réel, le monde de l'illusion, etc. Et il me dit que dans sa vie antérieure, bah, il cherchait le paradis, qu'à un moment, il pense qu'il l'a trouvé. Et je lui dis, ah bon, genre, c'est où? Il me fait, c'est pas où, c'est un état d'esprit. Et dans cet état d'esprit, il n'a besoin de rien. Il se suffit à lui-même. Il est, c'est tout. Et du coup, je pousse un peu parce que je cherche et j'étais quand même très surprise parce que même pour une âme expérimentée, bonsoir Mouni Mouni, même pour une âme expérimentée, j'étais un peu surprise d'une de ses réponses. Et il me dit bah, qu'il a 3 incarnations en même temps, tranquillou. Et il est incarné en Asie, il est incarné au Canada et il est incarné sur Mont-de-Marsan. Donc il apprend 3 fois plus vite. Mais c'est déjà une âme super avancée. Donc c'est pas forcément les débutants qui vont avoir plusieurs incarnations simultanées, mais ce sont des choses qui arrivent. Voilà. Alors peut-être qu'à ce stade, il y en a qui se posent comme question finalement, c'est bien gentil de se réincarner, mais pourquoi est-ce qu'on se réincarne? À quoi ça sert d'enchaîner des vies et des vies et des vies? C'est pour aller où? C'est pour faire quoi? C'est quoi le but? Voilà. Alors là, je vais commencer un petit peu à faire ce que je vous ai dit, parler à 2 niveaux. Le premier niveau, je vais rester un petit peu en hypnose spirituelle en vous disant, donc notre âme, au départ, elle vient pour s'incarner, pour exercer le libre arbitre. Dans toutes nos vies, on a eu la liberté de choisir. Je vous l'ai déjà un petit peu abordé sur un live. On a choisi notre corps pour de nombreuses raisons. On choisit nos vies et les accidents d'abord qui impliquent notre corps, nos accidents de vie qui impliquent notre corps, sont pas considérés comme des accidents par l'âme. Il faut le savoir. Qu'on parle encore une fois de suicide, d'un accident de voiture, d'une maladie ou de quoi que ce soit, c'est prévu par l'âme en 99,8% du temps. Donc on a bien choisi les défis de notre vie pour de bonnes raisons. Et si on a choisi en fait de nous mettre dans certaines situations qui testent notre manière de réagir aux événements, bah, c'est pour nous permettre de nous transcender. Comment le dire? La réaction qu'on va avoir face aux événements et surtout la manière dont on va réagir, c'est ça qui va avoir peut-être plus d'importance que les épreuves elles-mêmes qui nous arrivent dans la vie. La réincarnation, elle n'aurait aucune signification, ça n'aurait aucun sens si tout était prédéterminé. Alors oui, on a un plan de route absolument millimétré, chronométré. Mais comme je dis, on a vraiment notre libre arbitre qui s'exerce à chaque instant. Donc le futur peut être changé. D'abord par nous-mêmes. Là aussi, je ne vois pas pourquoi il y aurait des gens qui auraient des prémonitions. Pourquoi il y aurait des voyants qui peuvent voir le futur si c'était pour que ce soit statique. Donc on n'est absolument pas prisonnier d'événements sur lesquels on n'a aucun contrôle. On est bien les seuls maîtres de notre destin. On peut tout à fait choisir une vie qui s'écarte de notre vie probable. On a notre libre arbitre. Mais notre libre arbitre, il nous permet justement de venir apprendre de nos erreurs, de nos manquements, de nos méfaits. C'est ce qui nous permet finalement d'évoluer à chaque vie. En gros, les mauvaises choses, elles sont là pour nous tester. Autrement, on serait absolument pas motivé pour essayer de nous améliorer. On ne pourrait pas mesurer non plus nos progrès. Donc la douleur, bah, c'est ballot, mais c'est un outil d'apprentissage. Voilà. Après, il faut être conscient que ni notre âme, ni nos guides ne nous font vivre des choses qu'on ne peut pas supporter. Voilà, ça, il faut aussi que ce soit très clair. Mais la douleur, c'est vraiment notre outil. Alors, c'est bien gentil d'avoir la théorie. Vous pouvez dire 25 fois à un gamin, ne mets pas les doigts dans la prise ou ne mets pas les mains sur la plaque chauffante, tu vas te faire brûler. Ne mets pas les mains sur la plaque chauffante, tu vas te cramer. Le gamin, tant qu'il ne met pas la main sur la plaque chauffante, il n'a pas appris. Et ben en fait, nous, c'est un peu pareil dans la vie. Il faut qu'on ait bien mal parce qu'on intègre beaucoup mieux la leçon. Voilà. Donc, on s'incarne parce que finalement, la vie, c'est une école où on apprend à se souvenir de ce que notre âme sait déjà. Elle a déjà la connaissance. Et elle se réincarne parce qu'elle a besoin de se souvenir. Elle vient chercher, en fait, en s'incarnant, le sentiment.
euh, l'expérience et surtout le sentiment d'amour, puisque c'est ce qu'on est à notre état originel. Donc la connaissance, elle est conceptuelle, c'est juste théorique, alors que le sentiment, il est beaucoup plus expérientiel. Il vient vraiment à travers l'expérience. Et l'âme, elle veut ressentir, elle veut se connaître à travers toutes ces expériences. Donc voilà pourquoi on vient s'incarner. C'est important parce que ça rejoint certaines des personnes que j'ai eues en hypnose. La théorie, c'est bien gentil, mais à un moment, c'est la pratique, c'est l'expérience qui compte. Voilà. Et à un autre niveau encore, je vais juste commencer un peu à changer de vocabulaire, mais voilà, toutes ces vies qu'on vit, qu'on enchaîne, nous permettent d'apprendre des leçons. En fait, elles nous mènent à réaliser ce qu'est vraiment notre identité, ce que j'appelle notre identité réelle, notre être réel. Alors comment ça se passe? À la mort de notre corps, l'âme, elle va reprendre son véritable corps, qui n'est pas un corps physique, qui n'est pas un corps de chair, qui est bien un corps énergétique. Et c'est pas encore tout à fait son véritable corps. Le vrai, il attend complètement à la maison. Il va être énergétique, de lumière et d'amour et de tout ça. Et tant que notre esprit, il n'aura pas réalisé qu'il vit dans un monde de chimère, un monde d'illusion, l'esprit va rester dans ce rêve. Et il va continuer ses cycles de réincarnation. Donc, on va s'incarner et se réincarner et se réincarner pour que petit à petit, on découvre la vérité, on doute, on l'accepte. C'est comme ça qu'on chemine. Et beaucoup, à un moment, ils vont vouloir redevenir réels, sortir de ce rêve-là, sortir de cette illusion. Et ils vont faire le choix de redescendre sur Terre. Ils choisissent vraiment cette option. Et comme je l'ai déjà dit, cette option, c'est la plus dure parce que c'est vraiment une expérience qui va aider beaucoup plus efficacement, beaucoup plus rapidement à se réveiller. Donc encore une fois, on est bien sur le libre arbitre et le fait que c'est un choix. D'abord, il faut bien l'entendre. Mais il faut surtout comprendre que tant que l'être conscient, il n'aura pas réalisé son unité avec lui-même et avec la source. Donc en gros, tant qu'il ne sera pas relié à cette source, il va continuer à se réincarner. Tant que lui, il va se relier à ce qu'on appelle l'inconscience collective, et ça, je le redévelopperai plus tard, je veux juste l'aborder un petit peu maintenant, il restera dans son cycle d'incarnation, réincarnation, et ainsi de suite. Il faut qu'à un moment, il prenne conscience que ce n'est qu'illusion, que ce n'est qu'un rêve, et à ce moment-là, il va pouvoir passer un autre cap et cesser, casser ce cycle de réincarnation. Donc, en mourant, notre perception, elle va devenir beaucoup plus vive. On est assez rapidement encadré aussi par des êtres plus éveillés. Et on est chacun, là aussi, encore une fois, je martèle, on est libre de rester ou pas dans cet état de somnolence. Voilà, c'est pour ça qu'on parle de libre arbitre. Il y en a qui vont comprendre de plus en plus que l'état dans lequel on vit, il n'est pas naturel. Alors, il va poursuivre sa route en apprenant, en partageant, en donnant de lui-même. L'amour, à ce moment-là, va être perçu de plus en plus fort et va nous pousser à aller de plus en plus loin, jusqu'au réveil complet. Mais alors, c'est vrai que pas de bol, on a un cerveau qui est sacrément têtu. Alors, avant qu'il veuille bien admettre qu'il existe d'autres possibilités qui fonctionnent clairement sur un mode erreur, il va en falloir des preuves et des épreuves. Et c'est pour ça qu'on se réincarne. Et encore une fois, on le fait consciemment. On accepte de repartir finalement dans la cour de récré ou dans l'arène avec tous nos acquis. Alors, le problème, c'est que nos acquis sont un petit peu camouflés par l'influence de notre inconscience collective, de toutes les croyances, de tout ce que notre éducation, la société va nous envoyer un petit peu. Mais ceci dit, des fois, on se pose la question, est-ce qu'on n'est pas complètement maso pour redescendre? Et en même temps, il faut être très courageux. Mais en même temps, c'est nécessaire. Parce que c'est sur Terre qu'on apprend. C'est sur Terre qu'on se dépasse. C'est sur Terre qu'on se réveille. Alors pour certains, petit à petit, pour d'autres, parfois brusquement. Mais on emporte nos nouveaux acquis en mourant et jusqu'à ce qu'on n'ait plus besoin de se réincarner parce qu'on aura retrouvé tout notre esprit, toute notre unicité. Donc voilà pourquoi, alors donc l'âme a besoin de ressentir ce qu'elle est. Ah, déjà, je suis fatiguée, je remets tous les mots dans l'ordre. Donc, l'âme a besoin de ressentir ce qu'elle a déjà expérimenté. Non, elle vient expérimenter ce qu'elle connaît. Donc, elle vient en fait pratiquer la théorie qu'elle connaît. Je te donne un autre exemple. Par exemple, si tu es un chirurgien, il va savoir que pour faire une appendicectomie, je sais pas, moi, il faut un bistouri, une lame de machin, ouvrir à telle intersection, aller prendre ton petit clamp, faire un petit truc de laser. C'est très bien, c'est très sympa de connaître la théorie. Maintenant, il faut le faire un petit peu plus en pratique. C'est ça. Ton âme, elle a déjà toute la connaissance, toute la théorie, sauf qu'elle n'a pas l'expérience.
Elle n'a pas le vécu, elle n'a pas le ressenti. Donc elle vient pour ça. Voilà. J'espère que ça reclarifie un petit peu ce que tu me posais comme question. Alors j'avais une question de Chantal qui demandait finalement pourquoi nous infligeons-nous, ou choisissons-nous, obligatoirement des expériences aussi douloureuses et insupportables telles que des assassinats, des viols, des tortures. Quel est le bien fondé de la douleur extrême et de son impact sur la leçon à apprendre? La douleur morale n'est-elle pas suffisante, voire plus enseignante et compréhensible, dans le sens de comprendre la leçon, que la douleur physique? Alors, je pense qu'avec ce que j'ai mis, ça a déjà répondu à pas mal de choses. Encore une fois, le côté moral, compréhensif, bah, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Et c'est vrai qu'on retient tous les douleurs, beaucoup plus que quand ça passe tranquillement. Et encore une fois, je peux pas donner de réponse aussi personnelle et aussi précise que ça, mais je vais donner un exemple. Là, assez récemment, j'ai eu un monsieur qui était avec une fibromyalgie. Et en fait, on a eu des explications sur sa séance. Et en fait, il est sorti de sa séance que il a demandé lui expressément un corps sujet à une douleur incurable pour l'aider à progresser dans son art de la guérison. Pour lui, c'était une opportunité d'expérimenter le corps, d'expérimenter les niveaux vibratoires de la douleur. C'est ce qui allait lui permettre d'acquérir l'art d'ajuster l'énergie pour soulager la douleur. C'est ce qui allait lui permettre d'apprendre à aider les gens plus habilement. Donc, encore une fois, il n'y a pas de hasard. Les assassinats, les viols, les tortures, ça peut être des choix très personnels d'apprentissage, comme je l'ai dit. Pour être compétent dans un domaine, il faut expérimenter toutes les facettes du domaine. Donc, dans les cas d'un viol, il va y avoir aussi bien la sexualité débridée, le violeur, le violé, la jeune vierge qu'on va sacrifier sur un autel. Dans les cas des meurtres et des trucs comme ça, un coup on est pareil bourreau, un coup on est victime, un coup il faut apprendre tout ça pour un moment être compétent. Deuxième point, la douleur, encore une fois, c'est notre outil. Et troisième point, il y a des choix qui restent encore très personnels pour des nécessités d'évolution que ton âme a choisies. Voilà. J'espère que ça répond un peu à ta question, Chantal. Et la deuxième question que tu m'as posée, que viennent expérimenter les grands malades mentaux, ceux qui sont dans la folie ou les tueurs en série, que peuvent-ils en tirer en conscience? Alors, je pense qu'en conscience, personne ne peut tirer vraiment grand-chose. Toujours pareil. Donc ces gens-là, je pense qu'ils se posent pas cette question. Soit ils sont dans la folie, soit c'est des tueurs en série. Ils se posent pas la question de est-ce que je fais le bien ou le mal. Donc il y a pas pour moi à ce moment-là de vraiment conscience. Euh, à côté, je redéveloppe pas parce que encore une fois, je pense que ça a répondu à pas mal de choses. Mais je vais te donner un autre exemple. J'ai une femme qui a régressé sur une vie antérieure où elle était complètement folle. Mais alors là, on était dans la folie pure et dure, aliénée, hystérique. Bon, je sais pas ce qu'elle a fait avec son mari. Je crois qu'elle l'avait tué. Elle était avec la calèche, les chevaux, et elle s'est précipitée du haut d'une falaise. Et c'est quand même assez drôle parce qu'aujourd'hui, elle est psy et elle travaille avec des chevaux. Donc, tu comprends qu'il fallait qu'elle expérimente, euh, voilà, certaines formes de folie, certaines facettes de la folie pour un moment être compétente, encore une fois, aider les gens en tant que psychiatre, psychanalyste ou psychothérapeute. Donc là, c'est encore une fois une nécessité d'apprentissage. Voilà. Mais ni à l'époque, elle n'en avait pas conscience, elle n'avait pas conscience avant sa séance d'hypnose. Donc là aussi, encore une fois, la conscience à ce niveau-là, je ne crois pas. Voilà. Alors, je vais finir un petit peu par ça parce que je pense que c'est important de le rappeler. Finalement, qu'est-ce que l'âme? Alors, ça, c'est des choses que j'ai des fois dans des discussions. J'entends, voilà, je suis pas sûre que machin il ait une âme. Moi, j'ai peur que mon âme elle se barre et qu'elle revienne pas. Est-ce que les animaux ont une âme? Je fais du français et de l'étymologie peut-être, mais c'est pas on a une âme, c'est on est une âme. C'est ce que nous sommes profondément. Et notre âme, c'est de l'énergie pure, c'est de la lumière pure, c'est de l'amour pur. C'est vraiment notre partie mortelle. C'est ce qu'on pourrait dire une extension. Alors chacun met les mots encore une fois, la source, Dieu, le Père, la Mère, mes frères et mes sœurs, wow, ce serait le bonheur. Mais ce grand truc qui est plus fort que nous et qui nous enveloppe, c'est vraiment notre partie divine, cette partie qui est parfaite, qui est omniconsciente, qui est omnisciente, omnipotente, qui est même multidimensionnelle. C'est ce que je commence à appeler notre être réel. Voilà. Donc l'âme et notre être réel, c'est la même chose.
Donc, en hypnose, on peut alors soit aller toucher du doigt, soit se reconnecter pleinement à ce qu'on est réellement. Ça arrive assez fréquemment parce que moi je suis quelqu'un qui fait beaucoup de câlinis. Donc que ce soit votre vous d'une vie antérieure, vous quand vous rentrez à la maison dans l'au-delà ou votre guide, ben, assez souvent je demande de montrer la forme réelle. Je demande pourquoi est-ce qu'ils se présentent sous telle et telle forme, sous tel ou tel sexe, tel et tel âge. Et à un moment, je leur demande surtout de montrer ce qu'on est réellement. Et entre ceux qui voient et qui prennent cette chape d'amour et qui pleurent tellement c'est beau et magnifique, et ceux qui en ont besoin, donc je vais les faire toucher, je leur fais voilà mettre la main dedans. Euh, Ils me disent tous voilà on manque de mots. C'est d'une puissance, c'est d'une douceur, c'est d'une lumière, c'est aveuglant, mais en même temps on y voit tellement clair. C'est tellement tout plein d'amour. Et je leur dis ancrez-le. Et je l'ancre vraiment profondément jusque dans l'ADN parce que c'est des choses que votre corps, votre cœur, votre âme ne pourra jamais oublier. C'est ce qu'on est. Je l'ai posté une fois sur mon mur là Facebook. Euh, c'est vraiment comme si on était un soleil à nous seuls, quoi. Et en fait, quand on s'incarne, on prend une petite partie de notre être réel qu'on met dans notre corps. Donc on est toujours une petite partie incarnée là. On a toujours la très jolie. Attendez, je vais essayer de mettre ma main, voilà, voilà. Et on a toujours le reste, le truc magnifique de ce qu'on est là-haut. Et c'est toujours en lien. Donc, voilà, notre âme, il faut vraiment prendre conscience de ça. On est ça, on rayonne ça, c'est déjà présent, c'est déjà là, c'est déjà magnifique. On est tous hyper beaux et magnifiques, tous déjà connectés dans plein de dimensions, dans plein d'espace-temps. Voilà, l'âme, c'est ça. Après, j'ai eu aussi assez souvent comme question, ou en tout cas, j'entends des théories qui disent où est-ce qu'elle se situe, l'âme. Alors, la dernière fois, j'ai parlé en énergétique des chakras et j'ai dit le cœur, c'est le siège de l'âme. Alors, on peut le faire simple comme ça. Beaucoup de gens, sans parler d'énergétique et de chakras, ont tendance à dire que l'âme est à l'intérieur. Moi, je dis pourquoi pas. Mais en même temps, puisqu'on a notre aura, qu'on a nos corps subtils, ben, je pense que cette énergie qui est juste hyper puissante et hyper belle, eh ben, elle rayonne, elle va clairement en dehors de notre corps. Hein. Donc, je pense qu'on se trompe quand on croit qu'on est un corps contenant notre âme, alors qu'en fait, c'est notre âme qui contient un corps. C'est notre âme qui contient un simple véhicule matériel. C'est pas un truc, voilà, qu'on emprisonne. Non, d'ailleurs, faut savoir que votre âme, elle sort, hein, elle se balade aussi. Quand elle s'ennuie, elle a autre chose à faire, faut le savoir. Hein. Chez les enfants, en général, hein, de 0 à 5 ans, c'est pas super intéressant, donc elle va beaucoup se balader, votre âme, elle a du travail à faire à côté. Faut savoir aussi que chez nous, adultes, alors il y a ceux qui le font en conscience, c'est ce qu'on appelle voilà des sorties de corps, des voyages astraux, ou qui utilisent l'hypnose spirituelle pour le faire. Mais sinon, il faut savoir que la nuit, votre corps, elle se barre. Elle va aussi faire rire, travailler, se recharger. Elle quitte votre corps. Il est inintéressant votre corps à ce moment-là. Il est au repos et il dort. Donc l'âme, encore une fois, c'est pas quelque chose qu'on emprisonne, c'est pas quelque chose qui est à l'intérieur. On n'en a qu'une petite infime partie. Donc déjà avec cette infime partie, quand on voit ce qu'on est, je trouve que c'est déjà très chouette. Alors quand on imagine, quand on a la totalité et qu'on retrouve notre unicité, nous, être réel, source, ouais, on est des centrales nucléaires à nous tout seuls, quoi. C'est fantastique. Voilà. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous raconter sur les vies antérieures, sur les réincarnations, sur notre âme. Si vous avez des questions, c'est le moment de les poser et de vous exprimer, parce que il y en a peut-être que sur des trucs je suis passée un peu vite. Il y a peut-être des choses que j'ai pas abordées. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions. Sinon, la semaine prochaine, comme je l'ai dit au début du live, je pense qu'on va essayer cette fois d'aborder plutôt les guides. Alors encore une fois, hein, vous mettez les mots qui vous parlent. Être de lumière, ange, votre conscience supérieure. À un moment, on s'en fout. Moi, j'utilise beaucoup plus le mot guide ou être de lumière. Voilà. On va aborder un peu plus les guides, voir un petit peu quel est leur rôle, quels sont les conseils qu'ils peuvent venir donner, quelles sont leurs interventions dans les séances. Vous allez voir que assez fréquemment, ils peuvent venir pour faire des soins. Donc, faut pas hésiter pour la semaine prochaine à réfléchir un petit peu sur vos questions sur ceux qui nous accompagnent par-delà finalement le visible, quoi, par-delà les frontières tangibles, je vais le dire comme ça. Ça fait un peu aux frontières du réel, mais c'est pas faux.
En plus, c'est très juste. Je viens de me rendre compte de ce que je viens de dire et que ça fait sens aux frontières du réel. Voilà. Donc, pas de questions, comme la dernière fois. Soit j'ai été très claire, soit j'ai perdu tout le monde. Je sais pas. En tout cas, bah écoutez, un grand merci à ceux qui ont été présents. Un grand merci à ceux qui commencent à être des aficionados très réguliers, des tifosi. En plus, il y a foot, alors voilà. Non, merci à vous, merci pour vos questions et votre intérêt. Donc, je vous souhaite. Ah, je viens de tomber par hasard. Bonsoir Céline. Bah, faut le regarder parce qu'il est super intéressant mon live. Qu'est-ce que je vous disais du coup? Oui, je vais vous souhaiter une très douce semaine à tous, un bon week-end. Désolée pour ceux qui ont encore la pluie, que ceux qui ont le soleil en profitent. Le printemps et l'automne, à un moment peut-être avoir un tout petit espace pour l'été. Et oui, c'est Céline, il suffit d'aller voir dans mes vidéos, j'en fais un par semaine là, depuis un petit moment et puis je monte en grade, donc faut pas hésiter. Voilà. Donc, toujours pas de questions? Très bien. Je vous souhaite une bonne semaine et commencez à réfléchir pour les questions que vous pourriez avoir sur les guidances spirituelles, les êtres de lumière qui nous accompagnent, voilà, leur rôle, c'est ce que j'aborderai la semaine prochaine, toujours en étant sur la base de l'hypnose spirituelle. Moi, je vous raconte pas un milliard de théories à côté, tant que je connais pas, j'en parle pas. Je parle de ce que j'ai, on va dire, au quotidien. Voilà. Donc, un grand merci à vous, ça a été un réel plaisir et portez-vous bien toute cette semaine. À très bientôt. Au revoir.